Emmanuel Macron a l'autre jour parlé sur le média brut, je dirais subliminale et mystérieuse. Il a dit, peut-être que je ne pourrais pas me représenter en 2022, parce que je serais obligé de faire des choses très dures. Parce que je serais obligé de faire des choses très dures. Bon, on peut se demander qu'est-ce qu'il sera amené à faire. Alors, moi j'ai une petite idée derrière la tête quand même, hein. Ça m'arrive. Allez, faites votre prophète, Olivier. Oui. Enfin, votre prédicateur. Votre prédicateur. Alors, je vais vous dire, je l'ai fait il y a 2 mois pour quelque chose qui s'est réellement produit. Je vous dirai après. Moi, je pense qu'il va être amené très probablement, dans les mois à venir, à déclencher les processus de directive BRRD. C'est-à-dire que BRRD, c'est une directive qui date d'août 2016, qui est une directive européenne qui a été ratifiée par le Parlement français très vite après l'arrivée de Macron, comme par hasard d'ailleurs, et c'est une directive qui prévoit de ponctionner les comptes des épargnants au-delà de 100 000 euros pour renflouer les banques. Or, avec ce système d'intérêt négatif depuis des mois, les banques sont en très grande difficulté. Les compagnies d'assurance, le risque crédit, évidemment, avec tous ces crédits qui sont sollicités, enfin les entreprises en grande difficulté. Vous voulez dire qu'il a tellement imposé, il peut plus imposer, il va s'en prendre au compte. Ah oui. Mais c'est prévu dans la loi, c'est-à-dire que, si vous voulez, cette possibilité qui a été testée à Chypre en 2011 est passée dans la législation européenne et dans la législation nationale. Elle est actée, quoi. Elle est actée. Ça fait d'ailleurs 3 ans que j'en parle sur mes réseaux sociaux et dans les conférences que je fais. Et donc, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais est-ce que ça pourrait ne pas être ça ? Vous voyez ? Est-ce que ça pourrait ne pas être ça ? Parce que, véritablement, moi, des choses très dures, augmenter les impôts, mais enfin, ça, maintenant, on a l'habitude. Oui, on va sur le patrimoine, quoi. On va sur le patrimoine, mais écoutez, André, ça aussi, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle OPA sur l'Élysée, qui parlait donc de Macron, de sa campagne, qui a financé sa campagne, et quel serait son projet. Moi, j'ai toujours dit que le projet de Macron correspondait aux gens qui l'ont financé, c'est-à-dire les grandes multinationales, et que c'était une volonté de capter le patrimoine des Français. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que cet acharnement sur les commerçants, les artisans, sur le patrimoine immobilier également, ça c'était déjà avant, ne correspond pas à cette volonté d'exproprier les Français de leur travail et de leur indépendance économique ? Vous venez de nous donner un bel exemple de ce qui se passe souvent quand on parle de la protection de l'environnement. C'est jamais le moment. Alors vous nous dites que vous êtes préoccupés par cette question et vous avez raison, c'est une question qui doit tous nous rassembler. Puisque pendant toutes les crises que nous vivons, il y en a une qui nous surplombe, qui est la crise climatique. Et celle-ci, elle ne s'arrête pas quand il y a un virus, elle ne s'arrête pas quand il y a une crise économique, elle ne s'arrête pas. Et donc, hier, le président de la République a, décidé justement de nous unir autour de cette question de notre texte suprême qui est notre Constitution. Cette Constitution, on va tout simplement la préciser. Et on va la préciser en enrichissant le travail qui a été fait sur la Charte de l'environnement. Puisque le principe de la Charte de l'environnement, c'était d'avoir un environnement, de droit de vivre dans un environnement protégé. Le fait de rajouter nommément la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, ça précise notre Constitution et donc ça la renforce. Et donc ça renforce le droit de l'environnement. C'est extrêmement important le moment que nous vivons là et évidemment les parlementaires seront associés à ce débat puisque, comme vous le savez, notre Constitution précise que le texte devra être adopté dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat avant de passer au référendum. Le référendum, c'est tout simplement le moment où 60 millions de nos concitoyens pourront se réunir autour de cet enjeu essentiel. Et j'espère et je crois que nous saurons nous réunir sur cet enjeu de fond, sur l'avenir de nos enfants, sur cette belle thématique et sur la révision de notre texte fondateur. Je vous remercie. Oui, la ministre de la Transition écologique, on l'imagine satisfaite de cette annonce du président de la République, Emmanuel Macron, qui annonce un référendum pour inscrire dans l'article 1 de la Constitution la préservation de l'environnement, de la biodiversité. Pourquoi cette décision, Madame la ministre ? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer d'avoir cela si les Français le choisissent dans la Constitution ? C'est une annonce absolument fondamentale. Le fait d'inscrire dans l'article 1 de la Constitution, c'est-à-dire l'article maître de notre Constitution, que l'État va garantir la protection de l'environnement, la biodiversité, le climat, etc., ça veut dire que tous les actes qui seront pris, que ce soit les lois, mais également que tous les actes de la vie quotidienne devront respecter ce droit fondamental à la protection de l'environnement. C'est un pas absolument extraordinaire parce que aujourd'hui, on ne pourra plus voter une loi qui sera une loi qui ne garantira pas la protection de l'environnement. On ne pourra plus décider de réexploiter des hydrocarbures, par exemple. Ce sera
interdit et ce sera cassé par la Constitution. Bref, c'est une avancée qui est la plus belle avancée qu'on pouvait attendre. De toute façon, je vais être très clair. Tant qu'il n'y a pas une majorité des gens de plus de 65 ans qui se sont fait vacciner dans ce pays, il n'y a rien qui réouvrira. Il n'y a rien qui réouvrira parce qu'on est déjà sur un plateau et on n'a aucune marge de manœuvre. Donc comment vous voulez réouvrir quand vous n'avez aucune marge de manœuvre? Donc jusqu'à ce qu'il y ait une campagne massive des plus de 65 ans, et si les plus de 65 ans jouent le jeu, on ne réouvrira pas. Alors attendez, ce que vous dites, c'est que la date du 20 janvier... C'est impossible. Impossible. Et tout le monde le sait. Je sais même pas pourquoi on continue de faire semblant qu'on pense que le 20 janvier, on va être capable de rouvrir quoi que ce soit, alors qu'on est sur un plateau. On ne peut pas se le permettre. Le 20 janvier, tous ceux qui attendent impatiemment la date du 20 janvier pour la réouverture notamment des bars, des restaurants et maintenant aussi des musées, des cinémas, des théâtres, en fait vous vous dites mais c'est une grande hypocrisie. En fait on sait déjà qu'on rouvrira pas. Mais tout le monde le sait. Il n'y a pas une personne qui va vous dire qu'on rouvrira en janvier, les yeux dans les yeux, quelque part, que ce soit des restaurants, des musées. C'est pas possible. On est sur un plateau et on veut pas réaugmenter. Donc à partir de ce moment-là, vous avez aucune marge de manœuvre. C'est ce qui fait que vous allez réouvrir, que ce soit le 15 décembre ou le 20 janvier. Donc ça ne descendra pas. Tant qu'on n'a pas vacciné 80 à 90% de la population des gens qui vont en réanimation, mais sauf que ça c'est pas demain, c'est pas demain, Martin Blachier. C'est en février-mars. Et ensuite, le temps que ça soit fait, puisqu'il y a une deuxième injection au bout de 20 jours, ça veut dire qu'en réalité, si je suis votre raisonnement, restaurants et bars ne rouvriront qu'en avril. Sauf si on accepte une troisième vague. Ou alors on se dit, on laisse pendant un mois les bars et restaurants ouverts, et puis on accepte la troisième vague, on se reconfine derrière. Donc c'est les deux stratégies. Mais je pense pas que c'est ça qu'ils vont choisir, parce que je pense pas qu'ils vont saturer exprès les services de réanimation, et je pense pas qu'ils arriveront à l'assumer par rapport aux soignants, donc ils ne pourront pas ouvrir. Martin Blachier, est-ce que cette vaccination, si elle est aussi cruciale, au-delà de 65 ans, elle doit être obligatoire? Moi, je pense qu'elle pourrait être obligatoire pour les plus de 65 ans. Je vais vous dire pourquoi. Pour une personne de plus de 65 ans qui refusera de se vacciner, c'est 4 personnes entre 45 et 65 ans qu'il faudra vacciner. En fait, c'est lié aux probabilités d'aller en réanimation. Pourquoi? Parce que le but de vacciner, c'est d'éviter qu'il y ait des gens qui aillent en réanimation. Et les gens qui vont en réanimation, c'est les gens de plus de 65 ans. L'immunité collective par le vaccin, on n'est même pas sûr qu'on puisse l'atteindre parce qu'on ne sait même pas si ce vaccin protège contre le portage du virus. Et en plus, il faudrait vacciner beaucoup trop de monde. Donc, si on vaccine en obligatoire au-dessus de 65 ans, ça veut dire qu'on peut reprendre la vie normale. S'il y a au moins... Nous ne voulons pas vivre à crédit. Nous voulons retrouver nos équipes, nos clients, refaire travailler nos producteurs, nos fournisseurs, tout le tissu artisanal qui souffre aussi terriblement. Nous voyons bien qu'il n'y a pas de logique dans les décisions prises au fil des semaines et nous subissons les choix arbitraires et les décisions yo-yo. On ferme nos établissements alors que les restaurants d'entreprise et les cantines sont ouvertes. On ferme les théâtres, on ferme les cinémas et on s'entasse dans les transports en commun. Tout cela est absurde. Nous sommes convaincus qu'il y avait d'autres solutions et l'avenir nous le prouvera. Nous ne sommes pas seuls responsables de la pandémie. Dans quel état serons-nous au sortir de cette crise? Dans quelles conditions pourrons-nous reprendre? Nous ne voulons pas d'un paysage français sans restaurant, sans lieu de vie, sans culture. Nous ne voulons pas mourir du Covid, mais nous ne voulons pas non plus mourir de ses conséquences économiques. Merci. Merci à vous tous, restaurateurs. Merci.
Monsieur le Premier ministre, le coronavirus a-t-il muté? Y a-t-il aujourd'hui 2 formes de Covid-19 en France? Je vous demande ça parce que décidément, ce virus a un comportement bien étrange. Il y a 10 jours, tous les magasins du boulevard Haussmann étaient blindés pour le Black Friday. Mais ça va, là, le virus ne se propage pas. Ce week-end, les chalands ont fait la queue devant Zara. Mais ça va, là, le virus se tient bien sagement. Il est des lieux, en revanche, où le virus se déchaîne. Oui, des lieux où le virus sort ses griffes, ses crocs et se répand. Des lieux où le masque, le gel, la distance ne protègent plus de rien. Oui, soudain, dans les théâtres, les cinémas, mais aussi les musées, les universités, voilà le virus qui surgit, qui bondit, qui répand la maladie. Alors pourquoi là? Pourquoi justement dans ces lieux? Devant ce mystère de la science, quelle est votre explication, monsieur le Premier ministre? Je pressens que votre question porte surtout sur le secteur de la culture et donc je vous prie d'excuser le retard de ma collègue Roselyne Bachelot qui est au Sénat pour le projet de loi sur la restitution des biens culturels et qui va nous rejoindre dès que possible. Mais au fond, vous n'avez que peu abordé les lieux culturels et ce qu'il y avait derrière votre question, c'est ce que vous avez perçu comme étant une incohérence dans les décisions qui seraient prises pour lutter contre l'épidémie. Et c'est vrai que c'est très difficile, face à une épidémie que nous découvrons, face à une épidémie qui est difficilement contrôlable dans tous les pays du monde, de prendre des mesures qui puissent, en tout lieu, être comprises. Oui, c'est très difficile. S'il y a une cohérence et une constance chez vous, c'est votre opposition systématique à toutes les mesures qui permettent de protéger les Français. Vous étiez contre la fermeture des restaurants, vous étiez contre le couvre-feu, vous êtes contre la fermeture de tous les lieux dont nous savons qu'ils propagent davantage le virus. Maintenant, vous êtes contre les vaccins, vous êtes contre toutes les mesures qui sont prises pour protéger les Français au regard des connaissances que nous avons. C'est là votre constance, ça n'est pas la nôtre. Non, monsieur le député, nous ne considérons pas comme vous qu'il faudrait tout rouvrir d'un coup, parce que tout rouvrir, ce serait la meilleure chance que ça reparte. Vous ne ferez pas de nous des pompiers pyromanes comme vous l'êtes. Est-ce que vous vous rendez compte? On est en train de parler d'un secteur qui est en train de crever. Et il n'y a même pas le Premier ministre qui se lève pour dire un mot, il n'y a même pas la ministre de la Culture, et vous ne dites pas un mot de la culture. C'est dire votre mépris pour la culture. Qu'est-ce qu'on retient de votre politique en 3 ans? Rien, à part un bingo du patrimoine. C'est le symptôme. La vérité pour vous, monsieur le Premier ministre, c'est que pour vous, les macronistes, l'économie passe avant la vie et avant la vie de l'esprit. La vérité, c'est que vous redoutez un autre virus, la circulation des idées. Quel rêve pour vous, marcheurs start-upers, ces Français qui travaillent, qui consomment et qui restent devant leurs écrans. C'est la chose qui m'effraie le plus chez Emmanuel Macron. Il veut des femmes et des hommes qui fonctionnent sans perdre de temps, qui aient de l'argent. Alors que l'humanité, c'est quoi? C'est de la tendresse, de la colère, de l'espoir, de la perte de temps et du dysfonctionnement. Et que fait la culture? Que font les idées? Elles font douter. Elles déroutent de votre sainte trinité, productivité, compétitivité, rentabilité. Elles bredouillent d'autres espérances que le PIB. Bref, elles sont une nuisance dans votre nouveau monde. Merci, avec monsieur vous, le le spectacle député. vivant.